Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Oui, ça sent l'urine, disait Pierre Perret. Ça sent aussi beaucoup de choses en ce moment dans cette espèce de guerre à tous les étages et sur plusieurs fronts. Mais on ne va pas vous parler que de ça. Mais en attendant, on va se retrouver dans les îles Canaries. On va se retrouver, on a beaucoup parlé de Lampedusa, vous savez, sur l'arrivée des migrants, énormément. On a parlé de Melilla, on a parlé de l'Espagne, de l'Italie, de l'entrée, de comment ça se passe, des chemins, de Schengen et compagnie. Et puis voilà, au large du Sénégal, aux îles Canaries, il se passe quelque chose, et quelque chose de très important. Et on en parle beaucoup moins, mais on va en parler avec Éric Tegner tout de suite. Et puis, nous allons aussi parler de ce qui se passe. Alors ça, extraordinaire. Le Pentagone lui-même, les services du Pentagone disent, dans les milliards de dollars d'armes que nous avons accordés et versés et prêtés et vendus à l'Ukraine, il y a des armes pour 1 milliard de dollars qui ont disparu. On ne sait pas où elles sont, on ne sait pas à quoi elles ont été employées. 1 milliard de dollars, hein, c'est pas un hold-up, ça. C'est plus que du racket, c'est totalement étonnant. Et puis, nous allons parler évidemment de ce qui se passe quand il fait froid et qu'il y a des Français aujourd'hui qui ne peuvent plus se chauffer. Il faut en parler, parce que les prix d'électricité, on en parlera la semaine prochaine, explosent complètement. 8 degrés, voilà, ils vivent à 8 degrés. Oui, c'est bien d'être chez soi avec 8 degrés. Et puis, nous allons parler de ce qui se passe à gauche, à droite, et dans ce paysage politique complètement décomposé. En attendant, évidemment, la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Ce soir, on va en parler avec Amin El-Khatmi, ancien leader du printemps républicain, déçu du cynisme et des dérives de la gauche comme de la droite. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et pendant la conférence de presse, et pendant Davos, et pendant les colloques, et pendant les polémiques, l'immigration clandestine continue de plus belle. Et ça se passe où ? Ça se passe partout. Alors, on a parlé de l'Italie, on a parlé de l'Espagne, et on a moins parlé du Sénégal. On a moins parlé des îles Canaries. Bonjour Éric Tegner. Bonjour André. Alors vous êtes, je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de Livre Noir, et vous avez fait beaucoup d'enquêtes, notamment à Lampedusa, sur ce qui se passe actuellement du point de vue des mouvements migratoires et des mouvements migratoires clandestins et de toute l'organisation, effectivement, de passage et d'y aller. Encore une fois, je rappelle, parce que souvent on fait des polémiques, France, terre d'asile, oui, mais France, maison de passe, non. Et ce n'est pas du tout la même chose. Il se passe quand même quelque chose. Alors, racontez-nous, vous êtes depuis quelques jours au Sénégal, racontez-nous ce que vous avez vu. Vous êtes dans une île d'ailleurs, une des îles Canaries, et on en parle très peu, mais apparemment, c'est une des bases d'un mouvement non négligeable vers l'Europe. Alors déjà, merci André et merci Sud Radio de me recevoir, parce qu'effectivement, c'est un sujet aujourd'hui fondamental, et c'est étonnant d'ailleurs qu'ici aux îles Canaries, il n'y a absolument pas de journalistes. D'ailleurs, j'ai vu très peu de journalistes espagnols, et que la presse également française et européenne n'en parle pas. Donc en effet, je suis depuis plusieurs jours aux îles Canaries. Vous savez, c'est cette île espagnole au large, donc vous le disiez tout à l'heure, du Sénégal et de la Mauritanie. Et je suis plus précisément sur une des petites îles qui s'appelle El Hierro, au niveau du port de la Restinga. C'est là, en fait, qu'arrive la majeure partie des migrants. Il y en a encore qui sont arrivés cette nuit. Alors,
qu'est-ce qui se passe ici? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pardon, c'est une... Éric Tegner, excusez-moi. Quand vous dites d'abord une chose, ces îles Canaries, là où vous êtes, cette île-là, elle est à combien des côtes sénégalaises? Et seconde question juste, ces migrants qui arrivent ici, ils viennent d'où en majorité? Alors, les bateaux partent du Sénégal et de la Mauritanie. C'est une traversée qui est bien plus difficile que celle de la Méditerranée. Ouais. C'est 1500 kilomètres qu'ils réalisent. Ça leur prend entre 4 et 14 jours. Donc, c'est immense. Et la majeure partie des migrants qui arrivent, ils sont sénégalais, ils sont guinéens. Il y a également des personnes de Gambie et du Mali. Donc, majoritairement, ce sont des francophones. C'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les Français lorsqu'ils arrivent ici, parce que ce qu'ils cherchent d'abord et avant tout, c'est arriver en France. Ouais. Et donc, je rappelle simplement, les pays que vous avez cités ne sont pas, à ma connaissance, mais corrigez-moi si je me trompe, des pays en guerre. Non, c'est absolument pas des pays en guerre. Ce sont d'ailleurs majoritairement des hommes qui traversent. J'ai pu voir cette nuit arriver un nouveau bateau à 3 heures du matin avec 70 personnes à son bord. Dedans, il y avait seulement une femme et 2 enfants. Donc, c'est important de souligner cet élément. Ouais. Ce qu'il faut vraiment aussi avoir en tête, c'est que ça devient le nouveau Lampedusa espagnol. Pour vous donner un chiffre, en 2022, c'était 15 000 migrants qui arrivaient ici. En 2023, c'est 39 000. C'est-à-dire qu'on est sur une augmentation de 148%. Moi, personnellement, j'ai pu les voir simplement sur un port. J'ai pu compter plus de 750 migrants simplement ce week-end sur un port qui s'appelle le port de la Restinga. Et sur l'ensemble de l'île des Canaries, on est à plus de 1200 arrivées de migrants sur les Canaries. Donc, c'est 10 000 par mois. Et ce qui est important de souligner, c'est quoi? C'est que ici, Frontex n'est pas présent. C'est-à-dire que notre politique, en fait, c'est véritablement une frontière européenne, dépend aujourd'hui du gouvernement socialiste espagnol. Parce qu'on sait qu'une fois que ces migrants arrivent sur le territoire, c'est impossible de les expulser. Frontex, on m'a dit qu'il y avait simplement un représentant, et ce représentant, il est là pourquoi? Il n'est pas là pour essayer de contrôler les frontières, il est là pour contrôler le fait que les autorités espagnoles respectent bien les droits de l'homme dans leur prise en charge des différents migrants qui arrivent sur le territoire. Donc, alors, le point oui, allez-y. Le point qui est important de souligner, c'est que ici, l'île des Canaries est complètement saturée. Donc, normalement, il y a 6300 places au global, notamment sur la principale île, c'est-à-dire Tenerife. Et étant donné qu'elle est saturée aujourd'hui, la majeure partie de ces migrants, en l'espace de 4 à 6 jours, finissent par arriver à Malaga. C'est une ville au sud de l'Espagne et donc sur le continent et sur le territoire. Ici, moi, je l'ai vu très directement comment ça se passe. Lorsqu'un bateau est repéré au large, il y a un appel qui est envoyé sur les 2 bateaux du port de la Restinga qui sont chargés de faire du sauvetage en mer. À la base, ils ne sont pas là pour les migrants. Et ça devient 90% de leur activité en ce moment. Ils vont chercher ces bateaux au large. Je peux les voir partir et revenir. Ils reviennent 1 heure après en ayant remorqué ces bateaux qui sont pris en charge par la Croix-Rouge. Ça prend à peu près 2 heures. Qui sont envoyés dans 2 différents centres de migrants à moins d'une demi-heure. Donc, par exemple, en ce moment, je suis devant un ancien monastère qui a été reconfiguré en centre d'accueil pour les mineurs étrangers clandestins. Et en l'espace de 48 heures, ils sont envoyés à Tenerife, c'est cette capitale. Puis, théoriquement, ils sont censés passer 15 jours dans les centres de rétention administrative, comme on a en France. Mais dans les faits, étant donné que c'est saturé, ils sont envoyés en Espagne. Autant vous dire qu'il n'y a quasiment pas de reconduction aux frontières. Ils sont globalement majoritairement frappés d'une procédure d'expulsion, mais le Sénégal aujourd'hui ne les récupère pas. Notre stratégie en fait aujourd'hui, ne les récupère pas. Pardon, Éric Tegner, le Sénégal ne récupère pas parce qu'il refuse de les récupérer, ou bien parce que voilà, ce n'est plus leur problème. Alors aujourd'hui, ils refusent de le récupérer. En même temps, on n'est pas véritablement dans un rapport de force. Aujourd'hui, en fait, moi, c'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivé dans ce port. Tu sais, on parle souvent de contrôle des frontières et de l'immigration clandestine. Il y a cette loi immigration qui est faite, qui dit qu'elle va tout résoudre. Et en fait, moi, des frontières, j'en ai pas vu. Moi, j'ai pas vu l'armée, j'ai pas vu Frontex. Je vois simplement des bateaux de sauveteurs parce qu'en fait, on fait du sauvetage en mer. Et si ces malheureux Africains, parce que c'est très dangereux ce qu'ils font, prennent le risque aujourd'hui d'aller sur une voie plus périlleuse que la Méditerranée. Au péril de leur vie, oui. Exactement. Et ils savent qu'une fois qu'ils arrivent ici, eh bien, ça suffit. Donc, notre seule stratégie européenne aujourd'hui, c'est ce que les gardes-côtes me disaient, c'est de payer le Sénégal et la Mauritanie pour qu'ils puissent empêcher ces bateaux de migrants de passer
Mais dans les faits, ils passent. Moi, j'ai vu plus d'une quinzaine de bateaux arriver, encore une fois, sur un petit port de 500 habitants. Ouais. Et Éric Tegner, est-ce qu'on sait ces bateaux, qui les affrètent, d'où ils viennent, et combien ces migrants qui essayent d'arriver effectivement en Espagne à un voyage à la fois dangereux et long, combien ça coûte à chaque migrant avoir un peu le malheureusement, j'emploie cette expression, mais enfin le business de ça, c'est quoi économiquement, en tout cas pour cette partie de l'Afrique et du continent africain? Alors aujourd'hui, il y a véritablement des réseaux de passeurs. Donc la majeure partie, en ce moment, ces derniers jours, des bateaux qui arrivent, ils viennent de Mauritanie. Parce que le Sénégal, en ce moment, est plutôt intransigeant vis-à-vis des départs. D'accord. Vous savez, à chaque fois, il y a quand même une logique de négociation et de rapport de force avec l'Union européenne. Ouais. Donc qu'est-ce que font les bateaux? Les bateaux, ils partent du Sénégal et ils vont sur une île au nord de la Mauritanie, c'est cette ville de Nouadhibou. Nouadhibou, c'est vraiment à la frontière du Sahara occidental. C'est la ville la plus au nord de la Mauritanie. D'accord. C'est une ville de pêche ici. 60% des Mauritaniens sont des pêcheurs. Ouais. Et ce ne sont pas les Mauritaniens qui viennent chez nous. Eux, ils cherchent plutôt à aller aux États-Unis par le Mexique parce qu'il y a des dispositifs un peu différents. Et donc, ces bateaux partent de Nouadhibou. Ce sont des bateaux, en fait, qui les personnes à leur bord vont devoir payer à peu près 750 €. C'est beaucoup par rapport au j'ai envie de dire du pouvoir d'achat du Sénégal. Bien sûr. Souvent d'ailleurs ils doivent travailler sur place pour continuer à financer leur trajet. Certains viennent, comme je disais, du Mali. Ouais. Donc à chaque fois c'est des étapes. Et ils vont en fait faire quoi? Ils vont faire un premier départ de Nouadhibou jusqu'à 30 km des côtes sous des filets de pêche pour ne pas être identifiés par les gardes-côtes, notamment mauritaniens. Et ensuite ils rentrent dans des bateaux plus grands. Dans ces bateaux, il peut y avoir, moi je les ai vus, des bateaux qui sont assez très profonds. En fait, ce sont des grandes pirogues. Ouais. Il peuvent être 70 personnes dedans. Donc c'est énorme. Ils ont un petit moteur. Ouais. Par pirogue. C'est arrivé qu'il y en ait 120 ou 130. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts sur cette traversée. On parle de 6000 morts sur l'année 2023. C'est terrifiant, de faim, mais également, parfois ils n'ont plus d'essence ou alors ils se perdent. Donc il y a vraiment un réseau organisé de passeurs, comme vous le disiez. Moi, je l'avais vu en étant en Tunisie, à Lesbos, à Lampedusa, etc. Il y a un véritable business. Mais ils le font parce qu'ils savent qu'une fois arrivés, ces migrants vont pouvoir de toute façon être acceptés et intégrés au sein de l'Union européenne. Alors à chaque fois, petite précision pour terminer sur ce passage des passeurs, il y a toujours un guide dans ce bateau parce que évidemment, on ne va pas laisser les migrants faire 1500 km sans savoir où ils vont. Et donc en règle générale, la police, quand même, la Guardia Civile espagnole arrive à identifier qui est le chef du bateau et donc ils le mettent en prison une fois qu'il arrive. Ouais. Mais ce n'est pas la tête de pont du réseau. Oui, mais le reste des migrants, donc, sont là, et puis Schengen, et voilà, ils vont où ils peuvent aller, et où on peut les accueillir. C'est ça? Oui, exactement. Donc, ils visent vraiment la ville de Malaga, dans le sud de l'Espagne. Ouais. On a pu voir déjà beaucoup de vidéos, on les voit à bord des avions, ils sont logés dans des hôtels 4 étoiles qui sont réquisitionnés pour s'occuper d'eux. Et au mois d'octobre dernier, en fait, le gouvernement espagnol a annoncé la création d'11 000 places pour les centres de rétention sur l'ensemble des régions du continent espagnol. Mais on sait vraiment aujourd'hui qu'une fois qu'on est en Europe, c'est impossible en fait d'être expulsé en raison du droit européen. Oui, et Schengen et compagnie, tout. Oui. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez, au mois de décembre, il y a eu un accord sur le pacte asile et migration qui a été accordé au niveau européen et qui va être signé par le Parlement, donc définitivement entériné, au mois de mars 2024. Et donc, que stipule cet accord? Il stipule une répartition des migrants qui arrivent sur les frontières européennes dans l'ensemble du territoire européen, parce que des pays comme l'Italie, comme la Grèce ou comme l'Espagne sont saturés aujourd'hui d'immigration. Et donc, ils ont dit, on veut bien mettre plus de moyens en place, mais derrière, vous allez devoir prendre votre part. Donc, une grande partie de ces migrants que j'ai pu voir arriver, des 40 000 migrants arrivés en 2023, si on continue, parce qu'on est en augmentation, on peut arriver jusqu'à 100 000 migrants en 2024, parce qu'en ce moment, c'est 10 000 par mois depuis le mois d'octobre. C'est énorme. En 3 mois, on a quasiment fait 40% des résultats de l'année. Voilà, exactement. Et donc, ils vont être répartis en France parce que, c'est ce que nous disait la Croix-Rouge, on va voir qu'ils sont français, francophones, qu'ils ont une famille aussi qui va être présente en France. Et donc, c'est chez nous que ça va être envoyé. Sinon, on va devoir payer 20 000 €
par migrant. Donc c'est important de le souligner. Et le point qui est intéressant, c'est que l'objectif n'est pas de développer des moyens pour empêcher l'entrée. C'est pour les enregistrer. C'est une chambre d'enregistrement aujourd'hui. Oui, alors Éric Tegner, justement, on parlait de ça. Est-ce que, avec ce pacte d'immigration dont vous parlez, est-ce que l'Union européenne, véritablement, va imposer à chacun de ses membres l'accueil d'au moins 30 000 migrants? Quand je dis chacun de ses membres, c'est-à-dire les 27 pays, et chaque refus d'asile coûterait 20 000 euros aux contribuables? Ce sont des chiffres exacts? Exactement, c'est exact et c'est complètement transparent. Vous en avez déjà parlé sur votre plateau. Ça fait 2 à 3 ans que c'est en négociation. Quand on parlait les premières fois du pacte immigration, les gens disaient vous êtes complotistes, vous imaginez qu'ils sont autour d'une table à vouloir répartir les migrants, etc. En plus, par exemple, les Républicains, parce que le soutenaient ce pacte immigration, et on voit qu'aujourd'hui c'est définitif. Il faut se rappeler qu'il a été accordé et déclaré par Emmanuel Macron le soir même de la loi immigration de Darmanin au mois de décembre. C'est-à-dire qu'on a mis en place une loi qui disait qu'on allait empêcher l'arrivée de migrants et dans le même temps, on a un accord européen qui va nous forcer à en recevoir. Donc ça, c'est crucial. Et vraiment, ce qu'il faut que nos auditeurs aient en tête, c'est que ils imaginent, et même moi, je vais vous dire, en étant allé dans tous ces pays, la Tunisie, les Balkans, etc., je suis le plus surpris ici. Parce que quand on arrive, on s'imagine voir des frontières, voir un dispositif de contrôle. Ce n'est pas le cas. C'est ça, ce que vous avez dit. Absence totale de contrôle, de quelque contrôle que ce soit. Alors, c'est pas du contrôle, c'est pour les empêcher de venir. C'est-à-dire que ça n'arrive pas. Ça nous fait penser au procès que subit aujourd'hui Matteo Salvini parce qu'il avait refusé l'arrivée de l'Ocean Viking, vous savez, des bateaux de migrants, tout à fait, lorsqu'il était Premier ministre. Ici, en fait, c'est devenu une chambre d'enregistrement. Donc, la promesse du pacte immigration, c'est quoi? C'est simplement de dire on met plus de moyens pour savoir qui sont ceux qui arrivent et où est-ce qu'ils vont. En fait, c'est l'enregistrement. Ce n'est pas de les arrêter ou de les empêcher de venir, c'est de les enregistrer. Voilà, tout à fait. Et moi, j'ai été, pour comparer à Lampedusa au mois de septembre, vous m'aviez très gentiment reçu à l'époque et je vous en remercie pour en parler lorsque je revenais de Lampedusa. Il y a une différence majeure qu'il faut comprendre. Lampedusa, d'un coup, il y a eu 7000 arrivées de migrants sur l'île. Donc ça a fait beaucoup parler, ça a choqué, il y avait énormément d'images. Tout à fait. Exactement. Et c'était le bazar, c'était mal organisé. On a pu d'ailleurs parler, moi j'ai pu parler à tous les migrants qui étaient sur place. Il y avait la population de Lampedusa qui se plaignait, etc. La différence qui se passe ici sur la petite île d'El Hierro, il y en a plusieurs. D'abord, c'est extrêmement bien organisé. C'est-à-dire que lorsque le migrant arrive tout de suite, il est pris en charge par la Croix-Rouge, il est mis dans un bus. Nous, on a suivi de nuit le bus pour savoir où est-ce qu'on l'emmenait, parce que identifier où sont exactement les centres, où on l'emmenait? Où on l'emmenait? On l'a amené à Sant-Andrés. Sant-Andrés, c'est un nouveau centre qui a été fait. Avant, c'était un gymnase. Et depuis 2 mois, il y a un centre beaucoup plus grand, ce qui montre qu'il y a une augmentation. Quand les gens disent, Fabienne Keller dit qu'il n'y a pas de submersion migratoire, on voit quand même que dans le même temps, ils choisissent de multiplier par 4 le nombre de places. Et encore, avec 500 places, ces migrants restent ici seulement 48 heures. Puis, ils partent. Donc, c'est-à-dire que la population n'est pas au contact de ces migrants. C'est ça, contrairement à Lampedusa. D'accord. Contrairement à Lampedusa, où ils pouvaient rester 5 ou 6 jours. Donc, on en a vu 7000 d'un coup. Donc, ici, c'est beaucoup plus... Crème. Donc, Éric Tegner, ici, aux Canaries, c'est beaucoup plus fluidifié, disons. Exactement. Ce qui fait qu'on le voit moins. Mais ça n'empêche pas qu'on est sur 10 000 migrants par mois. Donc c'est immense. Il n'y a pas de presse ici. Vous savez, on s'est fait globalement intimider tout le long par quelqu'un de la sécurité qui nous disait à chaque fois vous n'avez pas le droit de filmer, éloignez-vous, etc. On n'a évidemment pas le droit de parler aux migrants. La Croix-Rouge nous l'interdisait. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait mais attendez, vous voyez des journalistes ici ou pas? Ben non, il y en a pas. Donc vous n'avez rien à faire ici. Vous voyez vraiment l'argument. Écoutez, on est sur une transparence supposée. Éric Tegner, mais vous étiez là et vous aviez tout à fait. Et c'est le métier aussi de journaliste d'être où ça se passe. Ça me paraît quand même la base. Après, chacun a ses opinions, ses interprétations et son jugement. En tout cas, merci de votre témoignage et nous suivrons cela. Merci Éric Tegner d'avoir été avec nous. À bientôt. Je rappelle que vous êtes le président de Livre Noir. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Direction Kiev avec André Berkoff et Éric Dénessé. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio.
Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, il paraîtrait quand même, et ce n'est pas une mince information, à propos de la guerre en Ukraine, selon le Pentagone, selon des sources officielles du Pentagone américain, des missiles anti-char Javelin, des missiles antiaériens Stinger, des drones de combat Switchblade, pourraient être passés au travers de l'inventaire faisant état, parce que tout le monde fait un inventaire, chaque nation, faisant état de l'aide militaire américaine envoyée en Ukraine. Et cela montrait, d'après toujours les sources du Pentagone, à $1 milliard. Je répète, $1 milliard. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce une douce habitude dans les guerres ou pas? On en parle tout de suite avec Éric Dénessé. À tout de suite. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Merveilleuse chanson de Georges Brassens. Sur un poème d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Alors, ces soldats sans armes, évidemment, en ce moment, le drame de l'Ukraine devient assez terrible. Cette guerre, quand même, où on en atteint, on ne connaît pas les chiffres exacts, mais enfin des centaines de milliers de morts et de blessés. Bonjour Éric Dénessé. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Et ce qui nous a paru énorme, quand même, ce qu'on dit, voilà, et encore une fois de sources officielles américaines, $1 milliard, voilà, on sait ce qu'on a envoyé comme aide à l'Ukraine, on sait ce que l'Union européenne a envoyé ce qu'on aime à l'Ukraine, mais il y a l'équivalent d'$1 milliard d'armes qui ne sont pas sur inventaire et on ne sait pas où elles sont. Ou en tout cas, on ne sait pas leur utilisation et ce qu'elles sont devenues. Est-ce que c'est quelque chose qui est du ressort des guerres à ce niveau-là, ou c'est quelque chose d'assez, quand même, le chiffre est paraissant quand même énorme? Oui, j'ai envie de vous répondre les deux, mon général. Alors d'abord, je pense que le chiffre n'est pas si énorme que ça. Il est même certain, à mon sens, qu'il soit sous-estimé. Alors c'est à la fois bien sûr ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un conflit. Il y a évidemment soit des armes volées, soit des armes détournées, soit des armes prises à l'ennemi. Mais dans le cas de l'Ukraine, c'est particulièrement frappant. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Oui. Il faut rappeler depuis très longtemps, depuis la fin de la guerre froide, l'Ukraine a été la principale plaque tournante pour le trafic d'armes, essentiellement d'armes provenant de l'ex-Union soviétique, à destination des pays du tiers-monde. On a un premier rapport qui date de 2016, qui a été fait par un groupe de recherche belge qui est assez pointu en la matière, qui expliquait la manière dont, je dirais, les armes arrivant d'Ukraine se retrouvaient au Congo, en Sierra Leone et au Libéria à l'époque, lorsqu'il y avait ces conflits. Et donc, on a vu, avant même le conflit en Ukraine, cette plaque tournante alimenter beaucoup de conflits en Afrique, dans les Balkans, et c'est lié à la fois à la proximité qui existait avec l'URSS, bien sûr, comme on a connu en Libye, mais c'est surtout lié très nombreuses mafias ukrainiennes qui existent, qui étaient très réputées, qu'on essaie aujourd'hui de passer sous silence, mais c'était des 3 pays les plus corrompus du monde et une plaque tournante. On a là les explications. Les choses n'ont fait que se prolonger avec le conflit. Oui, c'est ça. Oui, vous voulez dire depuis pratiquement l'effondrement de l'URSS, depuis la fin de l'URSS, quoi. C'était une des plaques tournantes du trafic d'armes international. Oui, on a eu en plus. Il y a eu deux autres choses qu'il faut rappeler, c'est qu'en juillet 2022, c'est-à-dire quelques mois après le début de la guerre, il y a eu une réunion informelle des ministres de l'Union européenne à Prague, dans laquelle ils ont tiré une première fois la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait un trafic illégal d'armes à feu assez incroyable. En novembre 2022, encore une fois, le président du Nigeria expliquait qu'il voyait arriver les armes ukrainiennes autour du bassin du lac Tchad. Quelque temps avant, d'autres personnes de RDC avaient dit qu'ils voyaient arriver des armes en provenance d'Ukraine dans la région des Grands Lacs. Les Congo, les Républiques démocratiques du Congo, oui. Voilà. Donc tout cela n'est pas nouveau. Les armes doivent transiter notamment par la Moldavie, la Transnistrie, d'où elles peuvent prendre la mer plus facilement que depuis les côtes ukrainiennes. Mais les trafics n'ont fait que s'accroître depuis le début de la guerre. Et donc je crois qu'il faut être très lucide. Le chiffre d'1 milliard ne me semble ni fantastique. D'ailleurs, je pense qu'on va découvrir que c'est davantage. Mais alors dites-moi, cet étonnement du Pentagone, parce que le Pentagone doit savoir comme vous, comme nous, ce qui se passe, et depuis longtemps, effectivement. Et quand vous dites juste
vous dites les 3 pays, juste Éric Dénessé, vous dites les 3 pays les plus corrompus du monde. Alors, il y a l'Ukraine et il y a qui, les 2 autres? Alors là, je dois avouer que je ne me souviens plus quels sont les 2 autres. On peut me concéder. Mais enfin, on peut en trouver, hein. Oui, il y en a de nombreux, mais effectivement, c'était le premier pays le plus corrompu en Europe. Voilà, et les autres se situaient de mémoire en Afrique. Et alors, de ce point de vue-là, parce que pourquoi on en parle, parce que actuellement, vous savez, il y a les bruits on va en parler un peu, les bruits de négociations avec la Suisse, etc. Mais surtout, il y a effectivement Zelensky qui dit aux Américains, aux Européens, mais alors qu'est-ce que vous attendez? Je ne peux même plus payer les retraites des Ukrainiens. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, apparemment, alors, est-ce que vraiment se confirme le fait que les Américains, le Pentagone, y compris Biden et enfin le gouvernement Biden qui dit mais non, on va les aider jusqu'au bout, les 60 milliards, on va les donner, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un coup d'arrêt des Américains aujourd'hui sur l'Ukraine? Oui, c'est indéniable. Il y a un coup d'arrêt des Américains pour 2 raisons. Pour des raisons de capacité de production et de financement de cette guerre qu'ils ont contribué à déclencher, et puis aussi pour les blocages politiques dans le cadre de la politique intérieure américaine. On rentre dans les primaires, bientôt les élections présidentielles. Oui. Et ça peut expliquer d'une certaine façon pourquoi le Pentagone sort aujourd'hui cette information en disant qu'il a peur. Il faut rappeler que déjà, il y a presque 8 mois qu'on a vu les premières enquêtes du Washington Post sur le sujet, qui critiquait assez vertement les trafics d'armes en Ukraine. Mais ce qu'il faut aussi observer, c'est qu'il y a eu une véritable omerta sur cette histoire du trafic d'armes. C'est-à-dire qu'on a arrêté à partir de quelques mois après le début du conflit, ça veut dire depuis l'été 2022, on ne parlait plus, et je dirais même, on ne pouvait plus parler de trafic d'armes en Ukraine. Parce que c'était l'omerta. Il y avait une vraie propagande de l'OTAN en disant ne vous inquiétez pas, on contrôle tout. Il y a peut-être quelques risques pour l'après-guerre, mais pour l'instant, tout ce que l'on donne est utilisé. Ce qui, bien sûr, était évidemment faux. Mais il ne s'agissait en aucun cas d'abîmer l'image de l'Ukraine, de ressortir les vieilles sur la corruption, sur la plateforme, la plaque tournante de trafic d'armes qu'était ce pays, pour essayer un peu d'endormir les opinions. Mais aujourd'hui, on est rattrapé par l'histoire, on est rattrapé par la réalité, et avec les difficultés que connaissent les Américains, eh bien, on s'aperçoit qu'ils commencent eux-mêmes à ressortir les dossiers, comme s'ils voulaient se sortir de ce conflit et décrédibiliser un petit peu ce pays qu'ils ont soutenu. Oui, donc en fait, on sent très très bien qu'il y a une espèce de tournant qui a été pris, enfin il y a déjà quelques mois ou même plus, mais que les Américains eux-mêmes parlent de ça et en font la publicité et en font état de manière extrêmement explicite. Est-ce que pour vous, Éric Dénessé, sans jouer on ne va pas jouer les voyants ni Marc de Café, c'est pas votre style. Est-ce que pour vous c'est plié, franchement, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Oui, le conflit en Ukraine est plié. On voit encore quelques sursauts. Les Britanniques, le Premier ministre britannique en visite à Kiev il y a quelques jours, il a annoncé qu'il augmentait l'aide britannique. Notre propre ministre des Affaires étrangères. Oui, aussi. Donc tout ça est un peu pathétique parce que ça n'aura aucun effet. Malheureusement, si les Américains se retirent, personne d'autre ne pourra prendre le relais. Et quand bien même quelqu'un prendrait le relais, on voit l'état pitoyable dans lequel se trouve l'armée ukrainienne. Encore une fois, il faut rappeler que ce sont les Américains qui ont poussé les Ukrainiens à cette guerre, et donc les Ukrainiens, bien sûr, en sont en partie responsables, mais ils en sont aussi victimes. Il ne faut jamais le perdre de vue. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on voit vraiment la manière dont les Américains, petit à petit, essaient de trouver des prétextes, des arguments pour sortir de ce guêpier. Voilà, c'est un peu, comme d'habitude, une attitude irresponsable de Washington. Ils ont non seulement déclenché un conflit, ils seront à l'origine de trafics d'armes monumentaux qui vont avoir lieu. Je crois qu'il faut surveiller de manière extrêmement vigilante ce qui peut se passer de nouveau dans les Balkans, autour de la Serbie, du Kosovo, dans les mois qui viennent, parce qu'il y a des vraies préoccupations qui pourraient naître. Oui, parce que du coup, du moment que, comme vous dites, c'est plié, les trafics d'armes vont exploser beaucoup plus que maintenant.
Oui, non seulement ils sont très actifs depuis le début du conflit, parce que il faut rappeler que des tas de filières de passeurs d'individus existent, tous ceux qui, d'abord toutes les familles qui ont voulu quitter l'Ukraine en guerre, mais aussi tous les hommes en âge de combattre qui essaient d'échapper aux différentes phases de mobilisation partielle. Mais donc ils bénéficient de réseaux ou spontanés ou de réseaux criminels pour quitter le pays. Et quand on sait qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui a priori auraient quitté le pays, vous imaginez bien que les armes suivent souvent des filières similaires, et donc le retour un peu partout, et ça ne fera que s'accélérer si le conflit se termine, malheureusement. Oui, on ne sait pas quand il va se terminer, mais effectivement, on n'est pas sorti de cette mortelle auberge. Merci Éric Dénessé, je rappelle que vous êtes directeur du Centre français de recherche de renseignement. Voilà, c'est la guerre et son cortège de trafic et de morts, et c'est comme ça, hélas. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va revenir avec les pères, les hues et les bravos. On va parler du froid dans les maisons et les appartements. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il fait froid. Oui, écoutez, oui, en janvier, il fait froid. Hein. Comme en été, on nous met la France en rouge en disant il fait chaud, oui. Sauf que la différence, c'est entre les Français qui peuvent se payer le chauffage et l'électricité y afférente, et les coûts d'électricité y afférents, et ceux qui ne peuvent pas, et qui peuvent de moins en moins. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Son de Jean Ferrat, j'ai froid, lui. Il avait froid pour effectivement ce qui se passait au niveau des injustices et autres. Mais n'est-ce pas aussi une injustice quand on vient d'annoncer que le coût de l'électricité va augmenter de plus de 10%? Et comment on se chauffe ? On se chauffe comment et de quelle manière ? Eh bien aujourd'hui, il y a eu notamment des articles dans la presse, dans le Parisien et ailleurs, avec des témoignages de Français, qui gagnent 900, 1000 euros par mois, 1200, 1300, et qui, vu ce que coûte effectivement le chauffage, ils n'arrivent pas. Et ils vivent avec 8 degrés, 8 degrés de température chez eux, sans parler de la mauvaise isolation, etc. Et quelque part, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est et pourquoi, quand même, on pourrait se poser la question. Encore une fois, on ne va pas remonter, on en parlera très longuement d'ailleurs la semaine prochaine sur ce qui s'est passé dans cette saga hallucinante de hausse de prix d'électricité, alors qu'avec le nucléaire, la France avait effectivement la possibilité d'avoir les prix les moins chers d'Europe, voire d'ailleurs. On voit des gens qui sont obligés de faire très attention, de se couvrir, de dormir presque tout habillés, de faire, et de faire une... Il y en a qui se chauffent avec leur réchaud, ils n'y arrivent pas, ils s'enroulent dans des couvertures. Je parle d'étudiants, je parle de gens qui, la facture d'électricité a été multipliée par ces derniers temps. Et les revenus de son ménage, lui et sa femme, gagnant 1 SMIC chacun par mois, l'empêchent de se chauffer correctement. Je lis le témoignage dans le Parisien, il dit j'ai une maison de 70 mètres carrés, ça pèse sur le moral, je ne peux pas chauffer plus, c'est comme ça, donc, c'est-à-dire que, moi, ce qui me frappe, et je pense que ce qui vous frappe, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio, c'est qu'on est dans un pays où on ne peut pas se chauffer correctement, où il y a encore des gens, et pas des milliers, et pas des dizaines de milliers, mais plus que ça, qui ne peuvent pas se chauffer correctement. Alors, on nous parle de quoi? Quand on ne parle pas de ça, comme quand on ne parle pas des SDF qui meurent de froid dans des caves ou sur des trottoirs, on parle de quoi? Je parle des princes qui nous gouvernent. On parle de quoi? C'est extraordinaire. À chaque fois, les promesses sont là. Mais oui, il n'y aura plus un SDF dans la rue. Mais oui, effectivement, vous allez voir, il n'y aura pas de crise non, le chauffage sera là, l'électricité sera là. Mais qu'est-ce que vous faites? Et je dois dire aussi,
les écolos. Vous pensez à ça? Vous pensez à ceux qui ne peuvent pas et qui crèvent de froid? Et vous, attendez, arrêtez le nucléaire, arrêtez tout, hein? Et quand il y a une crise entre la Russie et l'Ukraine, etc., et quand on est obligé de payer son pétrole ou son gaz à je ne sais combien de 40%, de 50% plus cher, vous en avez rien à foutre, hein, vous les écolos. Rien à foutre. Voilà. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si le CO2, qui est pratiquement inexistant, je veux dire, dans le pays, la France, est mais au jaune du point de vue 0,9%, et voilà. Ah oui, mais c'est ça qui compte, hein, le reste. Eh ben, écoutez, c'est pas grave. Parce que si vous crevez de froid, au moins vous ne polluez pas. Car sinon, vous polluez. Mais oui, c'est ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas que vous soyez confortable, c'est que vous ne polluez pas. Voilà, on veut une terre, en fait, absolument sans vaches, sans veaux, sans agriculteurs, sans rien. On veut une terre dépolluée. C'est-à-dire une terre qui ressemble à la planète Mars. C'est ça le souhait, non ? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous pouvez dire à la petite Maëlys, hein, qu'a massacré par Nordal Lelandais. Alors Nordal Lelandais, comme vous le savez, avait été condamné à perpétuité pour le meurtre de Maëlys et il est devenu père en prison, effectivement, comme vous le savez, et ça peut se comprendre. Moi, je ne dis pas ça, mais il y a quand même un petit problème, hein. Je veux dire, voilà, il est emprisonné depuis sa condamnation pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en 2021. Il vient de devenir papa d'un petit garçon. Bon, son avocat dit, comme tout détenu, il a le droit de reconstruire une vie derrière les barreaux. La privation de liberté n'entraîne pas la suppression des autres droits, notamment celui d'avoir une compagne ou de devenir père. Voilà. Alors, comme vous le savez, il y a des cellules, comme ça où on peut les prisonniers, pas de façon évidemment systématique, peuvent être abrités dans des petites cellules comme ça où ils peuvent recevoir leur conjoint ou leur conjointe et voilà. En même temps, je ne sais pas, je me pose vraiment la question, est-ce que quelqu'un qui a massacré une petite fille, est-ce que quelqu'un qui, voilà, eh bien, on peut continuer ses relations amoureuses, peut continuer, voilà. Alors, on sait qu'il ne peut pas espérer un aménagement de sa peine Nordal Lelandais avant l'expiration de sa mesure de sûreté de 22 ans en 2039. Il aura alors 56 ans. D'ailleurs, il a de nouveau été condamné pour l'agression sexuelle de sa petite cousine en 2017, alors que sa petite cousine avait 14 ans. Je ne sais pas. Quand je dis je ne sais pas, je me demande, je ne sais pas si, effectivement, quelle doit être la peine de quelqu'un qui a tué des gosses, qui a tué... qui s'est comporté comme il s'est comporté. Alors, faut-il lui refuser toute vie? Évidemment, on s'est dit non, on peut pas lui refuser toute vie. Et en même temps, très franchement, moi je pense, à la famille de Maëlys notamment, ou à la famille de ses autres victimes, à la famille de ces dizaines de milliers de victimes tuées par des assassins qui, eux, n'ont aucun scrupule à ôter la vie. Vous voyez, la peine de mort, eh ben, l'abolition de la peine de mort, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour eux, hein. C'est intéressant. Je rappellerai toujours ceci du grand humoriste français Alphonse Karr. Je suis pour la suppression de la peine de mort à une condition que messieurs les assassins commencent. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h. On sera en face à face avec Amine El Khatmi qui viendra nous parler de son livre politique. Et puis on sera aussi en face à face avec vous au 0826 300 300. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Amine El Khatmi, auteur de ce nouveau livre, Cynisme, dérive, trahison, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN. Bonjour Amine El Khatmi. Bonjour. Alors Amine El Khatmi, votre livre, je l'ai lu, il se lit avec plaisir, il se lit effectivement comme une espèce de pamphlet où vous racontez effectivement comment vous avez souffert sous l'occupation macroniste alors que vous espériez la libération. Vous avez connu d'autres choses et puis vous ne parlez pas que de ça, vous parlez de la gauche, de la droite, de Mélenchon, de Le Pen et d'où on en est aujourd'hui. Et effectivement, on peut se dire que c'est aussi une des nombreuses chroniques, mais à votre sens, parce que vous savez, je rappelle que vous étiez
président de Printemps républicain, que vous aviez fondé avec Laurent Bouvet et Gilles Clavreul, c'est bien cela. Et vous racontez un peu ce qui s'est passé, et on a l'impression, si vous voulez, qu'aujourd'hui, effectivement, parmi les livres qui paraissent sur cette, décomposition française, ou effectivement, déception, vous parlez de cynisme, c'est le titre de votre livre, Dérive et trahison, et le sous-titre, Comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du Rassemblement national. Alors, d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas été, j'allais dire cocu, non, Amélie Catmi, est-ce que vous n'avez pas été naïf quand vous pensiez que Mélenchon allait être l'horizon indépassable de la France de gauche et de cette France que vous représentez, et je sais que vous êtes très sincère dans vos convictions. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a fait croire, très franchement, en 2022, je ne parle pas de 2017, mais vous aviez déjà 5 ans de macronisme, qui a même donné le temps à voir ce qui se passait. Je ne dis pas que c'est négatif ou positif, je constate. Et je me dis, pour quelqu'un comme vous et vos amis, vous avez dit non, et non seulement ça, parce que vous briguiez des postes pour les législatives qui allaient suivre évidemment les présidentielles. Et je me dis alors quoi, c'était on veut des députés, on veut être député, c'était de l'ambition, c'était quoi? Racontez-nous. C'est plusieurs choses. La question que vous posez, c'est la question qui est au cœur de la première partie du livre. Et je l'écris d'ailleurs. Je dis, je sais bien ce que sont les zigzags d'Emmanuel Macron, ce que sont ses revirements, ce qu'est son inconstance, ce fameux grand discours sur la laïcité qu'il n'a d'ailleurs jamais prononcé. Et en même temps, si je puis me permettre, comme dit Emmanuel, oui. Et en même temps, il a posé des actes. Et je cite notamment la loi contre le séparatisme. On peut considérer que ça n'allait pas assez loin, qu'il y avait telle disposition qui manquait, etc. Mais il y avait dans cette loi que nous avions réclamé au quinquennat précédent, qui était celui de nos camarades, comme on dit, et que nous n'avions pas obtenu. On va en parler. Il y avait dans cette loi contre le séparatisme un certain nombre de mesures que nous on réclamait depuis des années. Il y a eu le discours des Mureaux. Il y a eu, et je l'écris dans le livre, nous avons eu à un moment, et vous avez utilisé le mot naïf, c'est le bon mot, on a sans doute fait preuve d'un peu de naïveté. Mais il y a eu, dans la sphère laïque, parce que, pardon André Berkoff, mais il ne s'agissait pas que du printemps républicain, il s'agissait de Jean-Pierre Chevènement, dont on ne peut pas dire, à l'âge qu'il a, qu'il était en quête de strapontin à l'Assemblée nationale. Il y avait Zineb El Razoui, non, mais je crois... pas pour lui, mais pour ses partisans. Oui, mais si vous voulez, la sphère laïque de gauche, au sens large du terme, Zineb El Razoui, Rachel Kahn, Jean-Pierre Chevènement, nous-mêmes, nous avons à un moment fait preuve d'une forme de pragmatisme. Nous avons regardé la gauche et nous avons vu qu'elle était en train de se jeter dans les bras de Mélenchon, qui après 40 ans à défendre l'universalisme est devenu le lécheur de babouche des islamistes. Et nous avons vu un président qui semblait, en 2022, sans doute un peu plus enclin à venir sur nos positions qu'il ne l'était en 2017. Je rappelle, on l'a oublié maintenant, il a permis la dissolution de l'Observatoire de la laïcité, que nous avions réclamé à corps et à cri à François Hollande. L'Observatoire de Jean-Louis Bianco, notamment. De l'inénarrable Bianco, et de son porte-serviette Nicolas Cadenne. Lorsque nous avions demandé à François Hollande la dissolution, en guise de réponse, nous avons eu une confirmation de Jean-Louis Bianco. Emmanuel Macron a laissé dissoudre. Alors c'est vrai qu'on arrive là, on est début 2022, on se dit Mélenchon est en train d'envoyer la gauche au mur, on a ce président qui manifestement est en train de venir sur nos positions, et oui, pardon, c'est pas à vous, avec votre expérience André Berkoff, que je vais dire ça, la politique c'est des convictions, et c'est aussi le fait d'avoir des représentants, et donc je me suis naïvement dit, envoyer une dizaine de députés à l'Assemblée pour incarner une gauche laïque et républicaine, si c'est avec Macron qu'il faut le faire, faisons-le. D'accord. Alors justement, on va en parler, et je peux comprendre que, effectivement, d'ailleurs vous le racontez dans votre livre, votre déception a été plus qu'amère, parce que non seulement vous n'avez pas eu de député, mais on vous a fait comprendre que vous n'en auriez aucun, même avant les élections législatives. Oui. Pratiquement. Et d'ailleurs, on va parler de ça. Mais je voudrais juste...
parlait de François Hollande et de la gauche hollandaise, si on peut dire. Comment vous expliquez, au-delà de Mélenchon, comment vous expliquez que cette gauche officielle, cette gauche mitterrandiste, etc., en tout cas, a abandonné complètement ses convictions. Enfin, après tout, on recite Jaurès, c'est intéressant, il faut revenir à un siècle plus tôt, mais non, et plus de 2 siècles. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous les avez côtoyés, vous les connaissez, etc., moi aussi d'ailleurs, mais qu'est-ce qui fait pour vous, Hamid El Khatmi, qu'il y a eu cette espèce d'abandon quasi total de s'être presque, moi je le dis, en tout cas ce sont mes mots, couché devant le réel, je ne sais pas, du libéralisme ou de, je ne sais pas, alors qu'il le vomissait oralement du matin au soir. Mais faut-il rappeler à vos auditeurs, mais comme ils ont de la mémoire, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, le candidat Hollande qui monte sur un camion à Florange et qui dit aux ouvriers de Florange qu'il va sauver leur outil de travail. Faut-il rappeler avec quel trémolo dans la voix le même candidat Hollande devant des milliers de partisans explique que son ennemi c'est le monde de la finance. Il n'y a pas eu une politique aussi libérale que celle qui a été menée par François Hollande. Mais comment vous l'expliquez, Hamid Khatmi? On sait effectivement, les auditeurs s'en rappellent. Total de conviction. C'est ça, c'est que de l'opportunisme total. Il y a pas de conviction. On mène une campagne à gauche parce qu'on sait qu'il faut aller rassembler. C'est la stratégie théorisée par Mitterrand. Rassembler la gauche. Donc il faut d'abord rassembler la gauche. Donc on donne des signes on coche des cases. Madame Duflot est contre le nucléaire. On lui lâche des centrales et on dit. On a vu le résultat. Avec le résultat que l'on connaît. On a les communistes, on leur lâche ce qu'ils veulent bien entendre. L'électorat socialiste, on lui lâche et on va se mettre en scène à Florange. Et puis une fois qu'on est élu, le réel vous rattrape. L'absence de conviction se fait assez vite évidente et donc on a le résultat qu'on a obtenu et François Hollande, à mon avis, a tué la gauche de gouvernement pour les 15 prochaines années, voire plus. Oui, en tout cas, il est certain que la gauche du gouvernement n'a pas été réintronisée avec Emmanuel Macron. Je crois que le macroniste le plus convaincu pourrait le dire. Mais alors justement, pour revenir à cela, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous vous êtes dit, revenons à 2022, c'est intéressant, c'est pas si loin que ça. Et vous vous êtes dit, écoutez, voilà, on a aperçu, d'ailleurs vous racontez dans votre livre, c'est intéressant, voilà, cher Hamid El Khatmi, c'est très bien ce que vous faites, vous êtes un type très bien et tout ça, bon, le truc classique. Et à un moment donné, vous dites, bon, maintenant écoutez, c'est très bien, voilà, Macron a été élu, très bien, eh bien on va discuter des législatives, et je voudrais savoir vraiment, vous le racontez, mais je voudrais que vous le racontiez avec vos mots, je veux dire, vos paroles. Qu'est-ce que vous avez vraiment ressenti quand vous avez vu que, au fond, ils étaient très heureux d'avoir nos voix, mais après, c'était... Comment vous l'avez senti? Je l'ai mal vécu parce que évidemment lorsque vous faites de la politique comme j'essaie de la faire, c'est-à-dire avec des convictions, avec ses tripes, moi je porte un combat. Alors on s'est retrouvé face à des gens qui n'ont pas beaucoup de convictions. Quand vous défendez la laïcité, c'est un combat, ça devient quasiment le combat de votre vie parce que vous êtes menacé. Moi j'ai tout un tas de copains qui sont sous protection policière, qui ne peuvent plus sortir de chez eux sans avoir des flics autour d'eux. Vous en connaissez beaucoup? Mais bien évidemment, je peux en citer plein, y compris des gens qui viennent ici sur Sud Radio. Moi, lorsque j'ai une réunion pour présenter mon livre en province, je dois prévenir la préfecture et je n'ai guère de mal à deviner dans l'assistance les 2 ou 3 policiers en civil qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. Donc c'est pas le combat comme ça qu'on mène pendant quelques temps. Vous dire que les gens qui mènent ce combat aujourd'hui risquent leur peau. Mais beaucoup plus que les islamistes. Évidemment qu'ils risquent leur peau. Aujourd'hui, vous êtes avocat, vous défendez un certain nombre de causes, vous risquez votre peau. Vous êtes journaliste, vous défendez la liberté d'expression, vous risquez votre peau. Vous êtes éditorialiste, vous prenez position contre l'islamisme, vous risquez votre peau. Dois-je rappeler que Florence Bergeau-Blaclair, qui a écrit un livre remarquable sur le frérisme, est aujourd'hui sous protection policière. Les journalistes de Charlie Hebdo sont sous protection policière. Des avocats comme Richard Malka sont sous protection
protection policière. Donc nous sommes dans cette démocratie absolument incroyable, où des gens qui ne sont ni des criminels, ni les patrons de réseaux mafieux, ni les fugitifs, ni des opposants d'une dictature, sont protégés par la police dans un pays qui se dit être le pays des droits de l'homme, et où des islamistes peuvent vivre leur vie librement, couper les têtes de professeurs et menacer de mort ceux qui leur déplaisent. Elle est là la vérité de la France de 2024, André Berkoff. Mais alors, justement, par rapport à la politique, comment vous expliquez ce que vous dites, et ce que vous dites est tragique, mais pas faux. Comment vous expliquez cette généralisation à gauche comme à droite de l'impuissance, je ne dis pas à établir ce qu'on appelle la France démocratie, état de droit? Est-ce que ça a été quelque chose qui remonte pour vous, je parle aux politiques, Amin El-Khatmi, aux citoyens, quelque chose qui date d'il y a longtemps, parce que on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois on passe la poussière sous le tapis, on se refile la patate chaude et on dit non, circuler, il n'y a rien à voir? Mais parce qu'on a peur, André Berkoff. Je vais vous prendre un exemple. La gestion par le président de la République de l'après 7 octobre, qui est quand même l'exemple parfait ce qui s'est passé à Gaza, de l'inconstance et des revirements constants du président de la République. Après le pogrom perpétré par le Hamas le 7 octobre en Israël, le président de la République est le seul chef d'État au monde, André Berkoff, vous m'entendez? Le seul chef d'État au monde à en appeler à une coalition internationale contre le Hamas semblable à celle qui a été constituée contre Daesh. Même les Israéliens ne sont pas allés aussi loin dans leur demande. Et après avoir dit ça, sentant que ça allait sans doute bouger dans les banlieues, où le soutien à la cause palestinienne est massif, on a l'épisode grotesque de la marche contre l'antisémitisme, où on fait venir un humoriste au palais de l'Élysée, Monsieur Bellatar, qui se sentant sans doute bien reçu et à l'aise, dit au conseiller du président de la République que s'il lui venait à l'idée de venir à cette marche, il y aurait des répercussions dans les banlieues. Et puis face au tollé de cette dérobade, on a l'épisode des bougies de Hanouka, où on laisse l'estimable et respectable Chaim Corsia, ce n'est pas le sujet que sa personne, allumer les bougies, ce qui a dérangé jusqu'au président du CRIF lui-même. Si quelqu'un... qu'est-ce que ça allait avoir d'aller faire une cérémonie religieuse à l'Élysée? Si quelqu'un perçoit la cohérence de tout ça, qu'il se manifeste. Moi, je ne l'ai pas perçu. Et donc, tout ça, c'est le résultat de la peur, parce qu'on n'a pas envie... vous savez, c'est le fameux pas de vague. On ne veut pas que les banlieues bougent, et donc on est dans la prudence. On va en parler après cette petite pause, et on reprend avec Amin El-Khatmi, cynisme, dérive et trahison. Et avec vous au 0826 300 300, on attend vos réactions au standard sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister, parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Amin El-Khatmi, effectivement, vous racontez dans ce livre ce qui s'est passé, donc on en a parlé avec la partie, effectivement, l'élection d'Emmanuel Macron en 2022, la déception de ne pas être représenté. Mais moi, je voudrais vous poser une question. Je suis Macron, et je dis aujourd'hui, et vous allez voir que ma question va plus loin. Il dit, oui, d'accord, le printemps républicain, oui, ils sont sympathiques, d'accord, gauche laïque, républicaine, très bien, etc. Mais comme disait Staline à propos du pape, le pape, combien de divisions? Et la chose, c'est qu'aujourd'hui, et justement, vous dites, pour ça que je relie à ça, à quelque chose de personnel, vous dites, après ça, j'ai eu envie d'abandonner la politique, après ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je ne le pense pas du tout. On va parler de la seconde partie, pourquoi vous ne le pensez pas du tout. Mais franchement, avec ce qui se passe aujourd'hui, entre la NUPES, Mélenchon, avec effectivement toutes les divergences,
divergences entre le bloc central, entre le Rassemblement national et Reconquête, qui vont faire apparemment, on verra, un bon score aux européennes, et après on verra. Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle n'est pas disparue corps et bien, cette gauche laïque et républicaine? Je ne parle pas seulement du printemps républicain, bien sûr. Je parle en général. Est-ce que franchement, vous ne devriez pas rester dans votre votre conclusion après ce passage en disant, mais écoutez, la politique, il n'y a rien à faire, parce que, ou en tout cas pour le moment, on ne voit pas quel est le champ, étant donné que les choses sont en décomposition complète. C'est une vraie question et elle est au cœur en réalité des débats qui traversent la gauche. La vérité, c'est que cette gauche-là n'existe plus au sens partisan du terme. Au sens parti politique du terme, on va dire. Oui, on voit le Parti socialiste qui est devenu, etc. Moi, quand j'entends Carole Delga, quand j'entends le maire de Montpellier, Monsieur Delafosse, qui sont de vrais républicains qui défendent la laïcité, je me reconnais dans leur discours. Il y a, vous avez des formations, le Parti radical de gauche et quelques autres, mais il n'y a plus d'incarnation, au sens d'incarnation d'une voix d'un responsable politique de premier plan qui serait en situation à la prochaine élection présidentielle ou même aux prochaines élections européennes de pouvoir dire, moi j'incarne cette gauche républicaine. Donc je dis que sur le plan strictement partisan, politique du terme, la gauche républicaine est en miettes. Maintenant, est-ce que des électeurs, est-ce que ces millions de Français susceptibles d'adhérer à l'idée que il faut plus de justice sociale, il faut vivre dignement des fruits de son travail, en même temps, il faut de la sécurité, il faut de l'ordre, il faut de l'autorité de l'État, il faut des contrôles, un contrôle plus strict des flux migratoires. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce pays quelques millions d'électeurs susceptibles d'adhérer à ce projet-là? Ça, je ne le crois pas. Je pense qu'ils sont là. Alors, où sont-ils? Où sont-ils? C'est la question que je voulais vous poser. Ont voté pour Emmanuel Macron, et j'en fais partie. Peut-être d'autres se sont-ils tournés par défaut vers Mélenchon en se disant il n'est pas parfait, il a des positions discutables sur tel ou tel sujet, mais il est le mieux placé à gauche, et donc en dépit de nos désaccords, on va voter pour lui. Sans doute que d'autres sont partis dans l'abstention et ne votent plus, mais est-ce qu'ils ont disparu de la carte du pays? Je ne le crois pas. Moi, j'en rencontre tous les jours. Des gens qui me disent, mais moi, je suis un républicain de gauche. Alors, alors le mot qui revient quasiment à chaque fois, c'est quoi? C'est orphelin. Ils vous disent tous, mais voilà, nous, aujourd'hui, on est orphelins. Alors, on vote par défaut pour l'un, pour l'autre. On regarde quel est le moins mauvais, le moins discutable. Mais ces électeurs, ils sont là. Et donc, moi, c'est ce qui me fait me raccrocher à l'idée qu'il y aura peut-être une suite demain. Alors on verra s'ils ne se sont pas déjà réfugiés en abstention, ce qui est un autre problème aussi, comme vous le savez. On en parle tout de suite après une petite pause, et nous allons évoquer effectivement cette espèce de rupture et qu'est-ce qui se passe, et votre avis sur, d'un côté, le Rassemblement national et Reconquête, et de l'autre côté sur Mélenchon, de façon plus précise. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Amin El-Khatmi aussi, enfin dans tous ses états, un peu mélancolique, un peu nostalgique, mais en même temps plein d'espérance, cynisme, dérive et trahison. Enfin, Amin El-Khatmi, franchement, vous appartenez à cette gauche, mais la gauche, il y a une chose quand même, il faut regarder aujourd'hui. Quand on parlait, par exemple, des communistes, le parti de la classe ouvrière, qui faisait encore 25 à 30% il y a 40 ans, 25 à 30%, il est aujourd'hui, les chiffres, le parti socialiste, qui tenait les municipalités des grandes villes, le Sénat, l'Assemblée nationale, etc., etc., il y a encore 10 ans ou 15 ans, regardez où il est aujourd'hui, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que cette gauche triomphante, sous Mitterrand, avec le programme commun, voilà, je fais la gauche,
quiconque peut flirter avec le capitalisme ne mérite pas l'étiquette de socialiste, etc. On pourra en parler pendant des heures. Eh bien, aujourd'hui, elle est dans cet état et elle est, comme vous disiez vous-même, en lambeaux, et qui fait que quand même une bonne partie de ce qu'on appelait la classe ouvrière vote aujourd'hui Rassemblement National. Et on le sait, alors oui, il y a les abstentions bien sûr, mais ça, personne n'en parle à gauche. Non, on veut pas parler de ça, enterrer, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de réflexion quand même à faire? Vous avez raison, André Berkoff, la gauche s'est coupée elle-même de son propre électorat. Comment ça? Ouais, la gauche s'est coupée de son électorat, elle a trahi le peuple en disqualifiant les attentes exprimées par les citoyens, par son propre électorat, au prétexte, selon la célèbre formule consacrée, que ça ferait le jeu de l'extrême droite. Des citoyens qui demandent plus d'ordre, plus de police, plus d'autorité de l'État, plus de sécurité. En face, les partis de gauche leur disaient « ça fait le jeu du Rassemblement National ». Et vous êtes des fachos si vous dites ça. Et vous êtes des fachos d'extrême droite et on va vous nazifier parce que le peuple pense mal et que ce qu'il pense c'est d'extrême droite. Lorsque des gens disaient, je reprends l'expression d'insécurité culturelle, chère à mon ami Laurent Bouvet, le regretté Laurent Bouvet, qui disait « les gens ont peur ». Pour leur mode de vie, pour leur culture, pour leur tradition, notamment face à l'islamisme. On leur disait, vous êtes des fachos, des nazis d'extrême droite. Lorsque les citoyens massivement disent, on veut un meilleur contrôle de l'immigration. Parce que, oui, la France a vocation à accueillir un certain nombre de gens, mais d'abord, elle ne peut pas accueillir tout le monde, et elle doit avoir le droit de choisir qui elle fait entrer et qui elle ne fait pas entrer. On leur disait, vous êtes des fachos d'extrême droite. Et donc, en même temps que ces préoccupations-là étaient disqualifiées au prétexte qu'elles faisaient le jeu de l'extrême droite, la gauche se rétrécissait sur des questions sociétales, sur le wokisme, sur le néo-féminisme, sur l'écriture inclusive. Et je peux vous assurer que moi, les électeurs d'Avignon qui votaient socialistes, communistes il y a 10 ou 15 ans, lorsqu'ils voient aujourd'hui à quoi ressemblent les partis de gauche, ils n'ont plus envie de voter pour eux et ils considèrent qu'ils les ont trahis. Vous rajoutez à ça l'antisémitisme qui hier était combattu et qui aujourd'hui est nourri, où on fait venir Médine, le rappeur antisémite, dans les universités d'été, où on explique que le Hamas est un mouvement de résistance, où on refuse de qualifier de terroristes les exactions du Hamas, où on fait venir Monsieur Corbyn à l'occasion des élections législatives en France, où on explique que Jonathan Arfi, le président du CRIF, est d'extrême droite. Où on continue à faire la drague aux islamistes. On a manifesté avec eux dans les rues de Paris en novembre 2019. À la fin des fins, en faisant cela, la gauche a poussé son propre électorat dans les bras de Marine Le Pen. Oui, c'est intéressant en tout cas, vous pensez qu'ils ont été, ils ont servi presque de marchepied, comme vous le dites dans votre livre, quelque part. Sûr. Esteban, je crois que nous avons Ouais, ça nous appelle depuis Perpignan. C'est Simon qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et Sud Radio bien sûr, ainsi que votre intervenant. On vous écoute Simon. Voilà, moi j'avais d'abord une petite remarque à faire. C'est une question de sémantique. Quand on parle de remaniement ministériel, gouvernemental, moi j'appelle ça un gouvernement du reniement, qui renie toutes ses convictions, qui renie sa nation, qui renie toute la réalité du terrain et qui n'agit que pour son propre intérêt et à la recherche de portefeuille et de positionnement à titre personnel. Ouais. Voilà, oui, c'est ce que vous pensez, d'accord. Mais pour revenir à notre condition, je comprends, vous n'êtes pas d'ailleurs le seul à le penser, beaucoup d'auditeurs le pensent chez nous, mais par rapport à la discussion que nous avons avec Amin El Khatmi, et sur la gauche, et sur ce qu'il dit, par exemple, lui qui est de gauche républicaine et laïque, et qui dit, une certaine gauche a fait le marchepied du Rassemblement National. Vous en pensez quoi, vous, Simon ?
Le marchepied du Rassemblement national, il suffit de faire un peu d'histoire et revenir à 1981 avec Monsieur François Mitterrand, qui effectivement a mis à l'époque le Front National sur le devant de la scène pour pouvoir avoir un concurrent non concurrentiel, quoi. Je rappelle juste un mot, Simon. Je rappelais Amin El-Khatmi. Je crois que c'était en 83 ou en 82. C'est François Mitterrand qui a insisté à imposer la présence de Jean-Marie Le Pen dans une très grande émission qui s'appelait L'heure de vérité de François-Henri de Vérieux. Je me rappelle, et il y avait 3 chaînes, donc c'était des millions de spectateurs. Voilà, parenthèse. Je vous écoute. Voilà. Et par rapport à cette histoire-là, le seul qu'on dit qui a pu combattre un peu le Front National, c'est le gouvernement Sarkozy, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il est allé sur des thématiques qui étaient identiques à celles du Front National toujours de l'époque, mais sans aller évidemment jusqu'au bout des choses. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui quand on nous parle de loi d'immigration. Ça n'a que le terme immigration, mais ça n'a rien d'une loi d'immigration. Et quand on voit la gauche effarouchée par rapport à ça, on s'inquiète quand même du peu de réalisme de cette gauche. Donc il y a forcément des questions à se faire, à changer un peu de paradigme, à essayer de s'adapter à la conjoncture actuelle pour trouver les bonnes réponses et pouvoir retrouver de la crédibilité. Si on reste sur un paradigme trop ancien des années 80, ça ne peut plus fonctionner, quoi. Il faut que la gauche se remette en question. Amin El-Khatmi. Une évidence. Le bon sens de votre auditeur est vraiment frappant. Ce qu'il pointe et ce qui est vrai, je l'explique d'ailleurs dans le livre, c'est le gouffre qui se creuse entre une partie de la gauche parisienne, les directions de parti, une partie du système médiatique et ce qui se dit ou ce qui se pense dans le pays. Je vais vous donner un exemple sur la question de la police. À Paris, dans les cercles militants de gauche et dans une partie de l'espace médiatique, sur la police, qu'est-ce qui se dit ? Violence policière, racisme structurel. La police tue. La police tue. Tout le monde déteste la police. L'ancien élu que je suis, ancien élu socialiste des quartiers populaires d'Avignon, je me souviens que les citoyens que je retrouvais dans les quartiers, et qui étaient à 80 ou 90% venant de familles arabo-musulmanes, des mères voilées, qui me disaient « Amine, quand est-ce que tu nous mets un commissariat là dans le quartier ? Quand est-ce que tu nous fais venir plus de policiers ? Pourquoi est-ce que lorsque on appelle la police, elle ne vient pas ? Parce que nous, on en a marre des racailles. Moi, le matin, lorsque je vais travailler, ou le soir, lorsque je finis tard et que je ne suis pas rentré, je sais que mes petits, parce que je les élève seuls, sont à la maison, j'ai peur qu'ils se prennent une balle perdue à l'occasion d'un règlement de compte. Moi, les rodéos urbains qui m'empêchent de dormir la nuit, l'été, j'en ai ras-le-bol. Moi, les barrages où des dealers me demandent de justifier que je vis bien dans cet immeuble, je n'en peux plus. Et ces habitants-là, ils ne me parlaient jamais de violence policière. Ils ne connaissent pas le comité Adama. Ils ne me disent pas que tout le monde déteste la police. Ils subissent. Ils sont les premières victimes du désordre et de l'insécurité et ils sont les premiers à demander plus d'ordre et plus d'autorité de l'État. Donc ce gouffre entre les discours militants parisiens et ce que vivent les Français dans la réalité des profondeurs du pays est absolument sidérant. Ouais, on remercie Simon et on accueille Jean-Paul qui nous appelle depuis Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur El-Khatmi. Bonjour. Je vous écoute depuis pas mal de temps, même sur cette chaîne de Paria qui est CNews, et je suis ravi de vous entendre avec André aujourd'hui. Je voudrais dire que je partage beaucoup de choses de votre point de vue, sauf les quelques secondes de votre intervention que vous venez de faire maintenant. Parce que je vous reprocherai là-dessus de trop insister, Monsieur El-Khatmi, voilà, sur ces personnes qui réclament tant de police, qui réclament tant de ceci, tant d'ordre et tant, voilà. Je pense que ce n'est qu'à moitié vrai.
Voilà. Vous croyez qu'elles ne sont pas sincères, ces personnes? C'est ça que vous voulez dire? Ah non, je dis pas qu'il n'y en a pas, et ceux qui le disent sont sincères, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins maintenant, monsieur Elrachmi, que ceux que vous voulez bien le dire, malheureusement. Donc, la société est en train de basculer complètement, et vous l'avez dit par vos propos précédents. On est arrivé à un point où les gens ne se parlent plus, ne se regardent plus, ne s'écoutent plus, où les gens se croisent sans se voir, sans se parler. Je trouve que cette société est complètement désaxée, déboussolée, et il n'y a plus de pilote dans l'avion, on pourrait dire, donc, et depuis des années. Et ça, on le doit. Et moi, j'en veux même à Sarkozy, à qui j'avais payé depuis l'époque de Sarkozy. Voilà, depuis bien sûr avant. Mais Sarkozy avait les moyens de redresser la barre, comme on dit, de changer les choses, il ne l'a pas fait. Voilà, il a eu cette faiblesse de vouloir, écouter ces anciennes grandes figures du Parti Socialiste. Oui. Jean-Paul, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça nous mènerait trop loin bien là. Sûr. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Je crois, Amine, c'est intéressant. Alors d'abord, en fait, Jean-Paul fait un peu... son constat à lui, c'est que c'est déjà, non pas que c'est trop tard, mais on est déjà dans une espèce de, est-ce que vous pensez aussi à une espèce de période d'affrontement potentiel quand même qui est déjà très présent? Je perçois les prémices de ce que pourrait devenir un affrontement dans ce pays, mais moi je ne veux pas m'y résoudre. Je reste convaincu qu'on peut encore, si on s'en donne véritablement les moyens, éviter cet affrontement. Parce que parfois, dans le débat public, j'entends certains en parler et j'hésite à savoir s'ils le redoutent ou s'ils l'espèrent. Moi, je ne l'espère pas. Parce que j'aime mon pays et que je n'imagine pas demain que la France puisse être le théâtre d'affrontements, d'une guerre civile, de ratonnade, de gens qui s'armeraient. Mais vous ne le ça veut souhaitez dire pas. qu'il faut renverser la table, André Berkoff. Ça veut dire que si existe encore une petite fenêtre pour nous permettre d'éviter ça, il faut renverser la table. Donc, les mesurettes qui ont été prises sur les quartiers, les plans de rénovation urbaine où on fait des coups de peinture tous les 15 ans, mais on laisse les mêmes pauvres rester avec les mêmes pauvres. On ne repeint les barreaux. Tout ça ne servira à rien. Il faut des mesures radicales. J'en avance un certain nombre dans le livre. Oui, on va en parler. Vous en parlez dans ce livre-là. Comment on peut renverser la table si on peut encore le faire après cette petite pause. Oui, après cette petite pause, et on aura encore vos appels au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, toujours avec Amine El Khatmi qui vient nous voir pour son nouveau livre Cynisme, dérive et trahison. Comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN. C'est publié chez HarperCollins. Et puis nous sommes avec Jean-François qui nous appelle depuis la Drôme, depuis Valence. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour André, bonjour tout le monde. Merci de prendre mon appel. Moi, j'ai souhaité vous appeler quand j'ai entendu distribuer par votre invité des labels de bons républicains. J'en ai marre de la gauche républicaine, de ce arc républicain, et en même temps, quand vous dites que vous voulez éviter qu'il y ait des guerres de tranchées entre différentes France, si vous mettez des gens hors de l'arc républicain, vous les mettez hors de la République, vous les mettez hors de la France, donc forcément vous constituez des guerres de tranchées. Voilà. Bon, moi je trouve que on est dans l'inconscient. Et puis en même temps, mettre le Rassemblement national au centre de tous les débats, c'est lui. C'est lui ouvrir la porte grande ouverte, quoi.
Oui, mais Voilà. juste Jean-François, de toute façon, pouvez pas ne pas parler du Rassemblement national vu les scores qu'il fait en ce moment. Il s'agit pas de sondage ou etc. De toute façon, l'arc républicain dont vous parlez. Je crois qu'Amine a appelé le mot d'arc républicain. Je l'ai même pas utilisé. Oui, même pas, ni de Je suis front. étonné par votre Non, intervention. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il y avait des bons républicains de gauche. Ouais. Enfin, Il a pas dit ça bon, il n'a pas exactement employé ce terme de bons républicains, mais en tout cas, il a dit la gauche qui serait républicaine et l'autre qui ne le serait pas, sous-entendu. Excusez-moi, pardon, mais de tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous expliquez juste après que je ne l'ai pas dit. Donc je veux bien que vous, je veux bien m'expliquer sur les propos que je tiens, mais ne me demandez pas de m'expliquer sur des propos que je tiens pas. Oula, alors là c'est carrément oula. Là, bon, bah écoutez, je préfère effectivement, que vous réécoutiez ce que vous avez dit, et vous verrez que ce que vous avez dit, vous avez qualifié des gens de gauche de bons républicains, enfin bons républicains. Vous avez dit des gens qui sont effectivement dans la gauche républicaine. Alors vous n'avez pas fait. Mais la gauche républicaine, c'est une étiquette politique, vous savez. Il y a comme la droite républicaine, il y a la gauche républicaine. Bien sûr, mais réécoutez exactement ce que vous avez dit. Enfin bref, écoutez, si vous contestez les propos que vous avez tenus, vous avez le droit. Mais bon, voilà, bref, c'est un mauvais procès. Mais je crois en tout cas que faire le Rassemblement national, l'alpha et l'oméga du débat politique, c'est dangereux puisque c'est vraiment lui ouvrir la porte. Non, c'était en tout cas. Non, mais je comprends. Je crois qu'il y a eu confusion dans les termes et il y a un malentendu. Ça arrive. Moi, je pense que personne. En tout cas, il s'agit pas de mettre au centre tel ou tel ou tel. Il s'agit de constater les choses et de voir ce qu'on en dit. Et Amine Khatmi le fait à sa manière et c'est tout à fait légitime. Je crois qu'on a Joël. Ouais, on a Joël qui nous appelle depuis le Var. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour. Bonjour Joël. Bonjour à André, bonjour à Amine El Khatmi. André, un gros merci pour beaucoup de choses. Merci. Voilà, vraiment, parce que depuis le Covid, vous m'avez réveillé, et pas que vous, il y en a eu d'autres. Mais vraiment, et un gros merci parce que vous portez toutes les valeurs que je porte aussi, je crois. Bah écoutez, tant mieux Joël, alors dites-moi. Et je vous attends pour le dernier verre, j'espère bientôt. Ben j'espère aussi, on en reparlera. Parce que j'adore. Bien, alors maintenant pour mon intervention à propos de ce que disait Monsieur El Khatmi, je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit, bien sûr parce que je vois qu'il est pour un apaisement et que mais alors il y a un truc qui me dérange quand même. Ouais, comment a-t-il pu se faire confiance à Macron, quoi. Ça c'est une question que je lui ai posée, oui. Oui, c'est ma question envers lui, tout simplement. Parce que même si à l'époque, la première fois où il a été élu, j'étais pas bien réveillé politiquement, je vous garantis que même là, je lui ai pas fait confiance. Et je suis quelqu'un de gauche au départ, d'un parent de gauche, d'un père syndicaliste, mais je ne me reconnais pas parmi ces gens-là du tout. Et puis aujourd'hui, je suis pour la souveraineté de la France. Enfin, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que disait Monsieur El Khatmi, mais je suis pour la souveraineté. Je me trouve presque gaulliste, voyez-vous, moi qui étais carrément à gauche. Voilà. Et puis tout à l'heure, il a dit que quelqu'un avait dit le peuple ne pense pas. C'est pas lui qui l'a dit, attention. Non, monsieur. Oui. Et pour moi, oui, non, que le peuple pensait mal, pardon. Je pense que le peuple ne pense pas mal. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'avait dit Monsieur El Khatmi. Bien sûr. Le peuple ne pense pas mal. Il pense avec son quotidien. Il pense avec sa facture d'électricité. Il pense avec tout ça. Voilà. Oui, il est pragmatique. Voilà. Et moi, je suis une résistante, mais c'est un peu grâce à vous, Monsieur Berkoff, parce que moi non plus. J'aime la blanquette de vous, mais enfin, la blanquette de vous et les carottes sont cuites. Merci Joël. Merci beaucoup Joël et merci pour vous. Berkoff. Vous avez un fan club actif.
très non, mais parce que voilà, on essaie d'avoir un peu le bon sens. Mais justement, Amin Khatmi, est-ce que ça ne pose pas le problème? Mais c'est intéressant parce que vous, je vous reconnais en tout cas, vous avez été élucide, sincère. Mais justement, la question que vous posez, Joël, c'est la question on a abordé l'émission avec ça. Mais justement, aujourd'hui, il y a, je disais, n'exagérons pas, on n'est pas dans les décombres, il n'y a pas eu la bombe atomique, etc. Mais dans ce champ, je dirais, de ruines qui est la politique politicienne, la politique officielle, la politique, vous l'avez dit, ou même la politique des partis, en tout cas. Franchement, pour vous, comment faire revivre quelque chose? Parce que on n'en reste jamais, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce que pour vous, quel serait, je ne vais pas me demander votre programme, mais quel serait quelque chose d'urgent? Comment on peut retrouver ces valeurs, effectivement, sur lesquelles beaucoup de gens sont d'accord? Ce qui est urgent, c'est d'obtenir des résultats sur les sujets qui inquiètent aujourd'hui les Français. Je veux dire, tant que on n'aura pas à la tête du pays des gens qui prendront à bras le corps la question de la lutte contre l'insécurité. On a aujourd'hui, certains parlent d'ensauvagement, de décivilisation. On a une insécurité qui aujourd'hui se répand partout dans le territoire. Il y a quelques années encore, les territoires périurbains et ruraux étaient relativement épargnés. La France périphérique. La France périphérique, que moi j'appelle la France des sous-préfectures. On n'avait pas des histoires comme cet épouvantable drame de Crépol avec le petit Thomas. Et donc, tant que on n'aura pas des gouvernants qui prendront à bras le corps ces sujets, qui prendront à bras le corps la lutte contre l'islamisme, qui prendront à bras le corps la question du contrôle. Pardon, on a passé des semaines sur une loi immigration qui a donné lieu à un invraisemblable vaudeville pour une loi qui ne changera rien au final. Et on le voit avec le reportage, le témoignage que nous avons eu ce matin d'Éric Tegner dans les îles Canaries, enfin, un peu partout, quoi. Une loi qui ne changera rien. Je rappelle que sur la question de l'immigration, lorsque M. Macron est arrivé au pouvoir, le taux d'exécution des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, était de 14%, ce qui n'était déjà pas très glorieux. Il avait promis de les porter à 100%. Vous savez où nous en sommes aujourd'hui? 6%. À 6%, d'accord? Quel meilleur exemple d'un État impuissant, d'un État incapable d'appliquer ses propres règles, d'un État incapable de faire respecter ses propres lois, qu'un pays qui demande à des gens de quitter le territoire et qui voit ces mêmes personnes ne pas le quitter. Avec tout ce que la machine laxiste a derrière, d'associations, de recours, de juges, d'avocats, etc., etc. Et je suis un démocrate. En démocratie, on a besoin de juges et d'avocats. Mais si vous voulez, un État qui n'est même pas capable de faire appliquer ses règles est un État qui n'a pas d'avenir. Alors voilà, est-ce que cet État est cynique, il a dérivé, ou c'est un État traître? Eh ben, qui trahit, voilà, on verra. Amin Khatmi, lisez son livre, il y a des réponses. Merci André Berkoff. Cynisme, dérive et trahison. Comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN. C'est disponible en librairie. C'est publié chez HarperCollins. C'en est tout pour aujourd'hui. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h comme tous les jours. Tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.